AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre la pornocriminalité, c'est la thématique que vous avez choisie aujourd'hui et que vous allez aborder dans quelques minutes avec votre invité qu'on accueille avec plaisir. Nous serons avec Sylvie Pierre Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. S'engager contre la pornocriminalité, c'est une cause ô combien d'actualité, Muriel. Ah oui, parce que se taire sur ce sujet serait de la plus haute immoralité. Après 1 an et demi de travail, le Haut Conseil à l'égalité vient de publier un rapport d'envergure sur les violences faites aux femmes dans l'industrie pornographique. Ce rapport dresse un constat sans appel. Sur les dizaines de millions de contenus en ligne, 90% des contenus pornographiques présentent des actes non simulés de violences physiques, sexuelles ou verbales entre les femmes. Dans ces millions de vidéos en ligne, les femmes sont caricaturées des pires stéréotypes sexistes et racistes, sont humiliées, objectifiées, déshumanisées, violentées, torturées. Elles subissent des traitements contraires à la dignité et à la loi française. Dans ces contenus, les femmes sont réelles, les actes sexuels et de violence sont réels, la souffrance est réelle, souvent parfaitement visible et érotisée. En France, 14 millions de personnes adultes se sont rendues au moins une fois sur un site pornographique. 3,8 millions s'y rendent quotidiennement, 75% sont des hommes. Ils sont adultes. On pourrait considérer que ça les regarde, sauf à questionner ces utilisateurs sur le regard qu'ils portent sur les droits des femmes. Là où il ne s'agit plus de questionner mais d'interdire, c'est sur la question des mineurs qui, en toute liberté et sans contrainte, subissent ces images qui leur sont présentées comme une sexualité fun, cool, une activité récréative sans conséquence. En France, 2 300 000 mineurs en moyenne chaque mois regardent des contenus pornographiques. Cette exposition des mineurs à la pornographie s'est massifiée et intervient de plus en plus tôt. Ils expérimentent ces images à partir de 10 ans pour les garçons, parfois involontairement dans leur foyer ou sur Internet, parfois forcés. À partir de 13 ans, leur consommation devient régulière. Pour les garçons de 16 ans, leur consommation mensuelle rejoint ou dépasse celle des hommes majeurs. Cette courbe, loin de s'infléchir, devient croissante, comme si tout cela était une normalité. Alors, allons-nous longtemps accepter que toute une nouvelle génération se construise avec ces références sexuelles, cette banalisation des violences sexuelles, ces images dégradantes des femmes qui conduisent 42% des garçons à penser que les filles apprécient les agressions sexuelles. Le porno, ce n'est pas un objet de plaisanterie. La pornographie doit sortir de la zone de non-droit dans laquelle elle évolue. C'est la mise en danger de toute une génération d'adolescents. Eh bien, on en parle avec votre invité. Bonjour Sylvie Pierre Brossolette. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Sylvie. Alors, il y a quelques jours, vous avez publié ce rapport, très attendu, ce rapport. Vous y avez travaillé pendant plus d'1 an et demi. Et alors, en le lisant, moi, j'ai été un peu surprise et en même temps, je l'ai compris, mais un peu surprise par l'avertissement où vous dites que toutes les personnes qui ont travaillé sur ce rapport ont été éprouvées par le caractère hors norme de ce qu'elles ont examiné. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti la nécessité de préciser cela ? Parce que la lecture de ce rapport est également pénible. En travaillant sur le sujet, comme vous le dites depuis 1 an et demi, nous avons visionné des séquences diffusées actuellement de pornographie et constaté des scènes de violence extrême, des pratiques terriblement gênantes à regarder, où les femmes sont massacrées. Et donc, à la fois pour travailler le rapport, visionner les scènes nécessaires pour tirer nos conclusions et en rendre compte par écrit, ça a été très pénible et nous avertissons le lecteur d'ailleurs que certaines descriptions peuvent gêner des âmes sensibles. Donc c'est un travail qui était salutaire puisque il nous a permis largement de convaincre par l'accueil fait à ce rapport qui a le mérite, même si c'est dérangeant, d'être cru avec un U accent circonflexe, de même que cru, CRU. Donc, les scènes sont terribles, ont été difficiles à regarder, mais au moins, ça fait un rapport vrai. Oui, alors vous dites d'ailleurs que la pornographie, ce n'est pas du cinéma. Alors, la réalité de ces contenus que les professionnels de cette industrie qualifient de libération sexuelle montrent tellement de violences physiques et sexuelles à l'égard des femmes que qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut réagir face à ça? Il faut dénoncer les séquences illégales, les pratiques violentes qui sont monnaie courante dans la pornographie, qui massacrent les femmes à but lucratif, il n'y a pas d'autre mot, sont des pratiques qui
porte atteinte à l'intégrité du corps humain. Est-ce que je dois vous en citer une ou deux? La pire peut-être, attention chers auditeurs et auditrices, âmes sensibles s'abstenir, mais le prolapse est donc une pratique où on a tellement pénétré sexuellement par l'anus ou le vagin ou par la gorge une femme que ses organes ressortent par tous les orifices. C'est absolument abominable, insoutenable à regarder. Ça vous donne une idée de pourquoi nous étions gênés pour faire ce rapport, gênés au sens physique du terme, pas gênés moralement. Au contraire, il fallait que nous disions ces vérités pour que le monde entier prenne conscience du niveau de violence qu'avait atteint la pornographie. Parce que quel est le problème? On se dit, oh, la pornographie, il en faut bien. D'ailleurs, nous ne cherchons pas à l'interdire. Il n'est pas question d'interdire la pornographie. Nous voulons mettre fin aux scènes illégales de violence. Le code pénal en France réprime la violence, les atteintes à l'intégrité corporelle des êtres humains. Et donc, puisque nous constatons qu'il y a ces atteintes, nous disons stop. Alors d'ailleurs, Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique et des télécommunications, propose une nouvelle loi permettant à l'Arcom de pouvoir bloquer ces sites porno sans passer par une procédure judiciaire. Vous y croyez? C'est une bonne chose? Non, alors ça c'est une chose pour protéger les mineurs. Il y a la pornographie et ses scènes de violence où nous demandons des mesures spécifiques de retrait des séquences par Pharos, la plateforme administrative du ministère de l'Intérieur. Mais pour ce qui est de la protection des mineurs, une nouvelle loi confie à l'Arcom le soin à la fois de fournir un référentiel technique pour que les sites puissent l'installer pour que les mineurs n'aient pas accès à leurs images, point 1. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça parce que nous pensons qu'il va y avoir des recours immédiatement contre ce référentiel fourni par l'Arcom. Mais point 2, on prévoit que l'Arcom, sans passer par le stade de justice, puisse fermer les sites qui ne respecteraient pas cette obligation. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que ça ira plus vite. La dernière expérience tirée de la loi de 2020, où l'Arcom se contentait de mettre en demeure et de constater qu'il n'y avait pas cette mise en place d'un système protégeant les mineurs pour ensuite déférer à la justice, on a été au bout de 3 ans de procédure, il y avait toujours rien de concret. Donc c'est vrai que ça serait plus commode que ce soit l'Arcom qui, ayant constaté l'absence de procédure, dise ça suffit. Alors, cette consommation des mineurs, on en a parlé tout à l'heure dans l'édito, elle est absolument démentielle, catastrophique, dirais-je. Une étude d'ailleurs réalisée aux États-Unis estime que 90% des 8-16 ans ont déjà regardé de la pornographie. Comment vous expliquez cette consommation du porno par des enfants aussi jeunes, par ces préadolescents ? Il y a 2 raisons principales. D'abord, le développement de la distribution et la diffusion de smartphones. Enfin, maintenant, de plus en plus jeunes, on a ces instruments en main. Et deuxièmement, la diffusion sur ces réseaux et ces smartphones de la pornographie en vente libre, si je puis dire. C'est open bar. Toutes les images les pires, les plus violentes, qui choquent même jusqu'aux majeurs, évidemment, sont totalement accessibles aux mineurs, avec des conséquences effroyables. C'est que ces mineurs sont marqués à vie par des spectacles qui ont tendance à faire de la violence une norme, des relations sexuelles agressives une norme, et comme ils n'ont pas par ailleurs l'éducation sexuelle à l'école, alors que ça fait 22 ans qu'une loi normalement oblige depuis le primaire jusqu'à la terminale à avoir au moins 3 séances par an d'éducation sexuelle et que ça n'est pas prodigué, que l'éducation sexuelle est hors la loi, eh bien, où voulez-vous que les jeunes aillent se renseigner? Et ils ne sont pas renseignés par l'éducation, les parents ne sont pas toujours à la hauteur de cette tâche-là, donc évidemment, ils ont un smartphone en main, ils ont le porno comme éducation sexuelle, c'est l'école du crime, l'école des violences sexuelles, l'école de la violence. Et du coup, on s'étonnera après que les féminicides augmentent, que les agressions sexuelles augmentent et que les jeunes n'aillent pas bien. Regardez ce qui se passe sur le porno et régulons-le. Ça a été notre demande, puisqu'il y avait un projet de loi de régulation du numérique en ce moment en débat au Parlement, qu'on y ajoute les propositions du HCE concernant la régulation du porno. Il faut évidemment que les scènes de violence, d'atteinte à l'intégrité des personnes soient supprimées d'Internet. Alors, soyons clairs, ils y vont librement parce qu'on ne leur demande pas leur âge. Il n'y a aucun procédé de contrôle de leur âge, de leur majorité, de leur minorité. Enfin, c'est en libre accès.
Oui, c'est en libre accès, mais toutes les tentatives jusqu'ici pour mettre au point un système technique pour les empêcher d'accéder ont échoué, que ce soit en Angleterre, en Australie, même aux États-Unis. Ils ont échoué de deux manières. Techniquement, parce qu'on trouve toujours une parade de contournement, et pratiquement parce que si on ne regarde pas sur son smartphone, on regardera sur celui de son grand frère ou de son cousin. Quand un gosse veut regarder quelque chose qui est interdit, il se débrouille toujours pour le regarder. Bien sûr, ça diminuerait la quantité regardée que de mettre un système de blocage efficace, mais encore faut-il le trouver. Et puis qu'il n'y ait pas des recours contre le système en question, parce que l'industrie pornographique s'y connaît très bien, a des batteries d'avocats et beaucoup de milliards à y consacrer pour faire des recours contre toute mesure qui handicaperait leur diffusion. Alors, évidemment, il y a les mineurs dont on vient de parler, il y a toutes ces images extrêmement dégradantes des femmes, violentes, inacceptables, et puis il y a aussi tous ces millions de contenus amateurs mis en ligne avec des femmes qui sont filmées en exploitant leur vulnérabilité, leur précarité, et évidemment sans leur consentement, en toute illégalité. Est-ce que les victimes, par exemple, pourraient obtenir le retrait des vidéos, ou là aussi c'est mission impossible? Non, c'est ce que nous proposons, et d'ailleurs ça a été voté par un amendement à la loi de régulation du numérique par les députés, que je remercie, le retrait immédiat à la moindre de demande d'une femme qui serait victime de la diffusion de ces images non consenties, que ce soit sous la forme de revenge porn, de vidéos volées, d'activités intimes qui n'avaient rien à y faire, et que ce soit d'ailleurs des vidéos volées ou des vidéos consenties au départ, entre guillemets, pour certaines, entre guillemets, actrices également dans l'industrie pornographique, il faut évidemment accéder à leur demande, que dès qu'elles le demandent, ces vidéos soient retirées. Et donc là aussi, Pharos a un rôle à jouer. Alors justement, Pharos, parlez-nous de Pharos. Vous avez fait un test inédit avec Pharos, qui est la plateforme gouvernementale de signalement des contenus illicites sur Internet, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Vous avez fait un test, et ce test, il a donné quoi comme résultat? Nous avons soumis en juin dernier, sous ma signature d'ailleurs, 35 signalements, la moitié de séquences pédopornographiques, la moitié de scènes de torture et de barbarie, et aucune séquence n'a été retirée à la suite de ces signalements. La pédopornographie, ça s'explique en partie parce que Pharos, dont c'est pourtant la mission, a des critères très restrictifs pour retirer les images. Si une mineure présente des signes de prépuberté, eh bien on ne sait jamais, ça peut être majeur, alors surtout on n'y touche pas, on ne risque pas d'avoir une procédure judiciaire en se trompant et en supprimant une image qui ne devrait pas l'être. Donc beaucoup évidemment de scènes de pédopornographie comme ça passent à l'as, enfin au contraire continuent d'être diffusées. Et puis sur les scènes de torture et de barbarie, c'est simplement pas leur mission. Donc c'est la preuve par neuf qu'il faut faire quelque chose. Donc nous disons, il faut qu'il y ait une troisième compétence à Pharos qui enlève d'Internet les scènes de torture et de barbarie parce qu'elles sont illégales. Et pour ce qui est de la pédopornographie, il faut mieux écrire le code pénal concernant ces séquences. Il suffit qu'une jeune actrice ait l'apparence d'une mineure pour qu'elle soit considérée comme mineure, quel que soit l'âge réel de l'actrice, entre guillemets, une fois de plus. Vous pensez que ce rapport va changer les choses chez Pharos, que le ministère va intervenir, va peut-être rajouter ces personnes, ces experts que vous souhaitez? Je pense qu'en tout cas, plus rien ne peut être comme avant. La représentation nationale a pris conscience, ça a été un gros choc de la dimension du problème. La preuve, elle a voté des amendements contre le gouvernement pour aller plus loin que ce que le gouvernement avait décidé d'aller d'ores et déjà dans ce projet de loi. Un groupe de travail a été confié à la ministre des Droits des Femmes, Bérangère Couillard, pour traiter le problème à l'issue du vote de ce projet de loi, pour que, justement, on trouve une solution pour que Pharos puisse efficacement œuvrer à la fois dans le contrôle de la pédopornographie et dans le contrôle des images violentes insupportables. Donc j'ai bon espoir qu'on fasse quelque chose. On ne peut plus dire on ne savait pas, on ne peut plus dire mais c'était du porno, c'est la liberté sexuelle, c'est la liberté de la création. Non, ce sont des violences qu'il faut sanctionner comme telles.
Et est-ce que, alors en ce moment, il y a des procès en cours en France, parce que de la production à la diffusion des vidéos pornographiques, c'est un véritable système d'exploitation sexuelle à l'échelle industrielle qui s'est mis en place à l'étranger et en France. Mais en France, il y a des procès en cours. Les femmes victimes réclament justice. Est-ce que la France peut-elle peut-être un pays précurseur dans cette lutte contre la pornocriminalité? Je pense que c'est possible, de même que nous avons été précurseurs en ce qui concerne le numérique pour la taxation des GAFA, nous pouvons être précurseurs dans la régulation d'Internet, parce que tout passe par là. La pornographie et les violences et la pédopornographie passent par Internet. Donc, il suffit, si je puis dire, de réguler Internet et de faire régner un peu d'ordre là où on tolère des violences totalement illégales. On sait le faire pour le terrorisme, on sait le faire théoriquement pour la pédopornographie, on doit pouvoir savoir le faire pour les violences faites aux femmes, il suffit de le décider. Ça veut dire que il y ait une volonté gouvernementale, parlementaire, et ce serait bien que la France montre l'exemple. Ça inciterait les voisins européens et au niveau européen de décider d'une loi commune de ce point de vue, et ça peut être du coup un exemple pour le monde. Je pense que là vraiment, on est à un tournant, que ça n'est plus possible, que ces femmes massacrées, ça n'est plus admissible dans le monde développé d'aujourd'hui et qu'il faut faire quelque chose. Je pense que l'Europe va finir par réagir également. En tout cas, vous avez fait quelque chose, le HCE a fait quelque chose et ce rapport fera date, j'en suis certaine. Je vous remercie beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Merci à vous, Sylvie Pierre Brossolette. Je rappelle que vous êtes la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci d'être passé par Sud Radio. Merci à vous, Muriel. On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AJPI, association d'assurés engagés et responsables.